Les débatteurs se font rares par ces temps-ci. Paul Maïressou, on parle de réforme politique de Patrice Talon. Vous avez suivi tout à l'heure mon introduction. Je m'interroge de savoir, est-ce que ces réformes-là sont porteuses d'espérance ou génératrices de déception? Bon, moi, je suis déçu. Vous êtes déçu, vous? Je suis déçu. Je suis déçu. Non seulement parce que la réforme telle que conduite jusque-là ne me convainc pas, mais aussi l'auteur même de la réforme nous dit presque que la réforme n'était pas importante. Et c'est assez ahurissant de l'avoir entendu dire. Patrice Talon l'a dit que la réforme n'était pas importante. Oui, mais quand il dit que on n'a pas besoin de partis politiques, on n'a pas besoin d'être dans les partis politiques. On n'a pas besoin de, on doit rester seulement tous ensemble. C'est-à-dire que, en réalité, on revient à l'idée de parti unique, quoi, mais sous une forme un peu plus polie, quoi. Je sais pas si vous voyez, il a dit ça, non? Il a dit ça. Lorsqu'il a rencontré les jeunes, hein. Et quand il dit qu'on n'a pas besoin de partis politiques, qu'est-ce qu'il dit? En fait, que même la réforme qui est là, n'est pas bonne. Donc, ma conclusion. Donc, vous êtes déçu. On revient tout à l'heure pour que vous puissiez argumenter dans ce sens-là. Rachid Odio, déçu ou vous êtes rempli d'espérance? Avant de commencer, je pense qu'il est important peut-être que nous nous assurions que nous parlons de la même chose. Je ne pense pas que le président de la République, lors de la rencontre avec la jeunesse le 28 juillet 2025, ait pu dire que les partis politiques ne sont pas importants, qu'on n'en a pas besoin. Il avait développé une certaine conception sur les idéologies et ce que nous devons en faire dans le contexte des États comme le nôtre qui ont encore tout à construire, tout à bâtir. Donc, je ne pense pas avoir entendu que les partis politiques ne servent à rien. Quelle est votre interprétation? Non, je viens. Oui. C'est pour ça qu'il dit que lui, que l'on soit de l'autre côté ou d'un autre, il estime que la finalité, c'est de travailler à améliorer les conditions de vie de nos populations, c'est de produire le bien-être collectif. Et que les questions idéologiques ne doivent pas primer sur la marche collective que nous devons entreprendre pour le bien de notre pays. Moi, je suis plein d'espoir parce que nous venons de très loin. La réforme a démarré il y a 7 ans, vous l'avez rappelé dans votre introduction. Elle fait son petit bonhomme de chemin, les partis politiques sont créés, se construisent, se consolident, vivent leurs contradictions internes, font face à certaines difficultés. Il y a sûrement des choses à parfaire, mais nous devons être remplis d'espoir et d'espérance. Parce que le diagnostic qui a été fait et qui est partagé par l'ensemble de la classe politique, pas uniquement avec l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, les solutions que nous sommes en train d'apporter au résultat de ce diagnostic sont des solutions potentiellement efficaces, même si il faut à chaque fois être lucide pour faire des réajustements. Même s'il faut être lucide pour faire des réajustements. Tout à l'heure, Paul Maïressou, vous avez estimé que vous êtes déçu. Quelques faits qui soutiennent votre déception? Écoutez, je suis d'accord avec mon ami que le président parlait des idéologies. Mais qu'est-ce qu'un parti politique sans idéologie? Moi, je ne sais pas s'il existe un parti au monde sans idéologie. Le parti, c'est d'abord l'idéologie, c'est-à-dire la pensée qui va gouverner votre action dans l'action publique. Ok, c'est cette pensée-là qui est l'idéologie, et autour de cette pensée se trouvent des valeurs. Les valeurs, à savoir, comme vous l'entendez dire hein, dans les autres pays, je veux un pays où il y a de la prospérité partagée. On peut dire ça. On prend l'exemple, hein, je prends l'exemple, vous savez que ça a été très courant dans notre pays entre-temps, la prospérité partagée. L'autre dit, non, moi je veux un pays où seuls ceux qui travaillent gagnent de l'argent. Vous voyez, c'est déjà différent. C'est déjà différent comme approche de pensée. Et donc, dans l'action, vous verrez que c'est totalement différent. Et c'est ça. Donc, un parti politique ne peut pas exister s'il n'y a pas d'idéologie.
Et donc, le président ne peut pas dire qu'il n'a que les idéologies, c'est pas important, et penser que les partis doivent exister. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il ne dit pas quelque part que les idéologies doivent concourir à la même pensée? Je serais d'accord si on dit les idéologies ne peuvent pas concourir à la même pensée. Parce que vous voyez, quand on dit souvent que oui, les réformes sont au début quelque chose, moi je comprends pas ça. Parce que vous voyez, dans les autres pays, les gens ont 4 ans. 4 ans pour mettre en œuvre des réformes. Et 4 ans, vous voyez, tout le monde entier est transformé en 4 ans. 4 ans, tout le monde entier est transformé. Et vous voulez, pour un pays, on a 9 ans, quoi. Après 9 ans, 7 ans, si on s'en tient aux réformes. 7 ans, et on continue de dire que bon, on va attendre de voir, je ne sais quel fruit va venir après. Les fruits sont déjà là. Et nous voyons les fruits. Et pour vous, les fruits sont tels que, vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose. Qu'est-ce qu'on appelle réforme? La réforme, c'est pour qu'on ait un changement. Et vous prenez tous les changements, les théories de changement au monde d'aujourd'hui, les théories les plus avancées vous diront qu'il y a 3 niveaux où le changement doit s'opérer. Le premier niveau, c'est le niveau structurel. Et c'est d'ailleurs ça que le président et tous ceux qui le servent nous servent souvent. Structurel, changement structurel, réforme structurelle. Vous voyez, les réformes structurelles portent sur quoi? Ça porte sur les politiques, ça porte sur les pratiques. OK? Ça s'arrête à ce niveau. Mais le deuxième niveau important, c'est le relationnel. C'est-à-dire quand quelle relation, quel changement vous apportez dans les relations pour que le changement que vous voulez au niveau pratique, politique là, puisse se réaliser normalement. Et ensuite, le dernier niveau, le dernier niveau, le plus important d'ailleurs, c'est le mental. Les structures mentales. La mentalité, la pensée des hommes. Et si vous prenez maintenant la réforme politique, telle qu'elle a été faite, conçue, et conduite jusqu'à ce jour, qu'est-ce que vous constatez? Qu'on est absolument et simplement au niveau structurel et pratique. Au niveau structurel, politique, pratique. Politique parce qu'on a pris des lois pour changer, puis donc pratique, et puis bon, maintenant on dit, oui, il faut aller dans ce sens. Le reste, c'est-à-dire ce qu'on devrait faire au niveau relationnel, ce qu'on devait faire au niveau, le niveau relationnel, vous comprenez que ça, c'est le vivre ensemble et sa conception. Et au niveau maintenant de la pensée, des structures, des structures mentales que nous, les Béninois, nous avons pour que nous puissions aller dans cette réforme et que nous la portions et que ce ne soit pas une réforme portée par une personne, mais tout ça, rien n'est fait. Et pour remplacer ce qu'on doit faire pour que ça se fasse, les mentalités s'adaptent à ce qu'on veut, l'objectif commun visé par nous tous. Pour le faire, on y va avec la force, on y va avec la loi. Et on y va, on emprisonne, on utilise la force pour vous forcer à aller, à pas de force dedans. Et vous constaterez que, oui, la réforme, elle est bonne, sauf que, elle est une réforme qui est portée par une seule personne et qui dépend d'une seule personne. Et d'abord, vous prenez la réforme elle-même. Le système politique que nous avions avant la réforme que nous avons faite en 2018, 18. Le système politique que nous avions était un système qui se voulait assez indépendant du pouvoir politique, du pouvoir exécutif et de tous les pouvoirs politiques d'ailleurs. C'est-à-dire que vous avez une Sénat qui ne dépend de personne, vous avez quelque chose qui ne dépend de personne. Donc, chaque institution recherchait son indépendance pour que les choses se fassent suivant une certaine norme universelle à nous tous. Sauf qu'aujourd'hui... Mais aujourd'hui, écoutez, tout dépend de l'exécutif et d'une personne, donc le chef de l'exécutif. Rachid Diojo, vous avez suivi à l'instant votre vis-à-vis qui, si on doit le résumer ainsi, pense que les réformes politiques ne sont rien d'autre que la transcription des intentions unilatérales de Patrice Talon en loi, si on peut le dire ici. J'espère que vous allez être très généreux pour me laisser aussi faire un développement sur un temps qui équivaut à peu près à celui durant lequel Dr Marie Rousseau vient de s'exprimer. J'ai toujours le sentiment que vous n'avez pas bien compris le président de la République.
Parce que quand il parle des idéologies et de la fonction des idéologies dans la construction des États, dans la construction du développement, il ne dénie pas aux partis politiques d'avoir des idéologies. Il leur demande d'accorder la primauté à l'intérêt général, à l'essentiel qu'il faut faire pour bâtir et construire. C'est pour ça qu'il dit, si vous avez quelqu'un de gauche, quelqu'un qui se réclame du socialisme, qui vient au pouvoir, qui met en place une politique socialiste, il faut que ce dirigeant ait un peu de regard sur les entreprises qui doivent produire la richesse afin qu'on ait de ressources pour financer les filets sociaux. Donc, ne dites pas, je suis un socialiste, je suis arrivé au pouvoir, toute ma politique sera socialiste. Si vous n'essayez pas de briser vos certitudes et de prendre un peu de ce qui est bon chez les autres, vous n'allez pas me dire que tout est bon chez les socialistes, tout est bon chez les libéraux. Donc, quand vous arrivez au pouvoir, surtout à la tête d'un pays comme le Bénin, vous ne dites pas « je suis libéral, je suis socialiste ». Vous essayez de faire le juste milieu. François Hollande. Vous pensez que Patrice Talon lui a fait le juste milieu? François Hollande, oui. Quand il était arrivé au pouvoir, bon socialiste, qu'il a en venant au pouvoir très tôt, parce qu'il a été confronté à la réalité du pouvoir et qu'il lui fallait prendre certaines décisions pour permettre à l'État de fonctionner normalement. Mais certains des militants de son parti politique ont trouvé tout de suite qu'il était un fossoyeur du socialisme. Parce que eux, ils ne sont pas au fait de la réalité. C'est pareil. Lorsque Emmanuel Macron, qu'on a tout le temps étiqueté à droite, est arrivé au pouvoir, il lui est arrivé de prendre un certain nombre de décisions qui ont fait penser à une partie de l'opinion française qu'il est plutôt classé à gauche, qu'il a plutôt de la sympathie pour les politiques socialistes, alors que lui, il a voulu du pragmatisme dans la conduite des affaires de l'État. C'est de ça que le président de la République parle. Il n'a jamais dit que les partis politiques ne servent à rien et il n'a jamais dit que les idéologies ne définissent pas les partis politiques. Est-ce que Patrice Talon lui a pris un peu de tout? Je retiens que Dr Paul Marie Wessou a dit tout à l'heure que la réforme est une bonne réforme. Je pense que vous l'avez entendu. Oui. Mais que le problème, c'est parce qu'elle est portée par une personne. Je prends la première composante. Est-ce parce qu'une réforme est portée par une personne que lorsqu'on s'aperçoit que c'est une bonne réforme, que ça devient une mauvaise réforme parce que c'est une personne qui la porte? Est-ce qu'une bonne réforme devient une mauvaise réforme en raison de la qualité du statut ou du parcours de la personne qui porte la réforme? Peut-être qu'il y a un caractère inclusif. Encore que oui. La réforme du système partisan, bien que le président Patrice Talon en a fait la promesse aux Béninois quand il était à la conquête de leur suffrage en 2015-2016, bien qu'il en a parlé dans son projet de société en 2016, reste une réforme portée par l'ensemble de la classe politique béninoise. De tout ce qui constitue aujourd'hui le package législatif de la réforme du système partisan, vous ne verrez aucune loi qui soit directement venue du président de la République. Qu'est-ce qu'il a fait? Le président Patrice Talon, convaincu comme l'ensemble, comme une majorité, une large partie de la classe politique, oui, a créé les conditions et a soutenu cette réforme. Donc, que ce soit la charte des partis politiques du 17 septembre 2018 ou la modification qui en a été apportée en novembre 2019, que ce soit le code électoral de 2018, celui de 2019, celui de 2024, le statut de l'opposition, la loi portant financement public des partis politiques, ce sont des politiques au Parlement qui ont pris l'initiative et qui ont convaincu d'autres acteurs politiques pour faire la réforme. La réforme n'est pas la réforme de Patrice Talon. Justement, Rachid, voilà. Certains vous diront qu'ils sont d'accord sur la nécessité de réformer, d'opérer une réforme, mais ils sont pas d'accord sur les procédés, notamment. Alors, j'entends souvent ça. Oui. Merci à Monsieur Wessou tout à l'heure quand il a partagé avec nous
la stratification du processus de réforme. Il a parlé des politiques, donc des pratiques. Il a parlé du relationnel et il a parlé du mental. Très bien. Contrairement à lui, je pense que nous avons passé tous les strates et que là, nous sommes en train d'aller vers la maturation. Les pratiques, les politiques ont été bousculées. Il y a des habitudes politiques que nous traînons depuis 1990, desquelles nous avons été obligés de nous départir, de nous débarrasser, parce que nous sommes dans une réforme que nous avons voulu. Quelles sont ces pratiques-là qui gênent si vous tant? en avez parlé dans votre introduction, le fait que chacun se lève pour créer son parti politique, le fait que les partis politiques doivent être clochardisés par des aventuriers. Il n'y a plus de clochardisation aujourd'hui qui viennent. Non, il n'y en a plus, on en parlera tout à l'heure. Allez-y. En ce qui concerne le relationnel, vous ne pourriez apprécier le relationnel qu'à l'aune des contradictions inhérentes dans un processus de réforme. Il est clair que lorsqu'il n'y a pas de réforme et qu'il n'y a pas de contradiction, les gens peuvent s'entendre, il n'y a aucun problème. Mais du moment où vous avez certains qui ne sont pas d'accord avec certains pans de la réforme, le relationnel est touché. Cela ne veut pas dire que la réforme n'a pas été conduite normalement. Et puis le mental. Regardez le nouvel état d'esprit qui nous habite depuis le début de cette réforme. Les temps ont changé. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les acteurs politiques eux-mêmes, ils ont compris, ils ont changé? Là-dessus, la façon. Vous êtes convaincu que ces acteurs politiques-là ont changé? Je suis plus que convaincu qu'ils ont changé. Vous les avez pratiqués il y pendant des décennies. Il y en a qui ont du mal. Lorsque vous les observez aujourd'hui, ils n'avaient pas le ressentiment que non. Ils ont une peur. Monsieur Achiro, vous me permettez. Oui, nous sommes vraiment dans un débat où chacun essaie de mettre en valeur ses arguments. Je vous en prie. Oui, allez-y. Regardez le fonctionnement du Parlement avant la réforme. Tout ce qu'un président de la République va devoir faire avant de faire passer des lois qui sont pourtant importantes pour notre progrès, pour le développement de notre pays, pour la satisfaction des besoins essentiels de notre peuple. Mais ceux qui viennent au Parlement depuis 2018 ont compris, et ce sont d'habitude, ça y est, ont compris que les temps ont changé. Ceux qui étaient au Parlement depuis 90, 95 ont aussi compris. Et aujourd'hui, les acteurs qui participent à l'animation de la vie politique se sont aussi laissés habiter par ce nouvel état d'esprit. Il y a encore quelques résistances. Il y a encore quelques absences de volonté d'accepter. Mais ça finira par venir. Ça finira par venir. Oui, pour ma ressource, vous avez vu nous prendre des notes. si j'étais à l'étranger, un béninois de l'étranger, vraiment, j'aurais, les explications que j'ai entendues m'auraient séduit, quoi. Comme quoi, c'est beau, quoi. C'est beau ce qu'il dit. Sauf que, j'ai comme l'impression que nous n'avons pas vécu dans le même pays. Il a dit que ce sont les politiques qui ont accepté, qui ont porté la réforme du système partisan. Je lui rappelle que en 2018, les gens ne s'entendaient pas et que le Parlement, la 8e législature, était un Parlement qu'on appelait monocolore. Donc, et je vais lui expliquer un peu ce qu'on appelle monocolore. C'est-à-dire que les deux partis qui sont créés, portés, soutenus par le président de la République, lui-même l'a fait firmer encore, avec sa rencontre, dans la rencontre avec les jeunes, les deux partis sont les seuls représentés à l'Assemblée nationale. Ont été les seuls à représenter à l'Assemblée nationale pour la 8e législature. Un accident de parcours. C'est pas un accident de parcours, c'est voulu, entrepris et obtenu. Vous ne pensez pas à un accident de parcours? Je ne pense pas du tout. Les historiens chaque historien écrira sa part de l'histoire et nous dira ce qu'il pense. Mais ce qui est réel, c'est que ce Parlement qui a fait toutes les lois qu'il a citées, toutes les lois, il n'y a aucune des lois qu'il a citées qui n'a été faite par ce Parlement-là. C'est un Parlement de gens qui... Le Parlement composé de l'UPDBR, c'était en 2019. La réforme du système partisan en 2018, c'est quoi? Ça doit être la 7e législature, si je ne me trompe. Oui, bien sûr. Donc c'est le Parlement là. Mais la 7e législature n'était pas... Non, vous permettez. Non, je parlais de la 8e législature. Ok, allez-y. 8e législature, c'est-à-dire la législature qui a été portée, où on a militarisé Porto-Nouveau pour l'installer là. C'est de ça que je parle. Mais c'est pas elle qui a commencé la réforme. Docteur Paul-Marie Wessou, essayez de
vous retrouver un peu dans la chronologie. C'était la 7e. C'est la 7e qui a démarré la réforme, vous permettez. Oui, quelle loi la 7e a voté? Très bien. En juillet 2018. Oui. Donc, le Parlement, vous pouvez qualifier comme vous voulez, en tout cas, qui n'est pas ce que vous dites. Il y avait encore les FCB au Parlement, c'est-à-dire le Parlement hérité par le président Patrice Talon quand il est arrivé en 2016. Oui. C'est ce Parlement qui a organisé en février 2018 à l'hôtel Azalaï le séminaire national sur la réforme du système partisan. C'était pas un séminaire parlementaire. C'était une véritable conférence nationale où il y avait toutes les forces vives de notre public, les scientifiques, les syndicalistes, les intellectuels, pour réfléchir sur ce que nous faisons de notre système partisan. Des idées ont été émises et ces idées ont été travaillées par cette 7e législature qui a adopté en juillet 2018 la nouvelle loi portant charte des partis politiques promulguée le 17 septembre. C'est encore cette législature, la 7e, qui a adopté le premier code électoral, le code électoral du 9 octobre 2018. Donc, vous voyez, tellement qu'on veut charger un régime que parfois, on oublie que même ceux qui contestent aujourd'hui la réforme, à un moment donné, étaient partie prenante à la réforme. Contributeurs. En contribuant, ont émis des idées qui ont été travaillées, qui ont été réajustées. Oui, merci bon, pour je crois que ces explications suffisent. Ce rappel suffit. Pour que moi je vous rappelle que ce Parlement dont vous parlez, 7e législature, dans ce Parlement, il y avait une minorité qui s'opposait encore à ce que on fasse les réformes qu'on a faites, y compris la révision de la Constitution de la Constitution. Il y a, enfin, pour ne pas rester dans l'histoire, pour nous permettre d'aller vite, ce qui est clair, les discours d'aujourd'hui ne peuvent pas blanchir ou polir les faits d'hier. Les faits d'hier sont clairs. La tendance à partir de 2017 a été la tendance on y va, quel que soit ce qui se passe devant nous. Et il y a une minorité dans le Parlement 7e, donc qui s'opposait encore, dont justement, vous vous rappelez, l'honorable Mitokpe que vous avez reçu ici la dernière fois, n'est-ce pas? Et qui ont rappelé justement la majorité qui servait les causes donc des réformes que nous avons. Des réformes que nous avons, il faut l'expliquer d'abord avant de dire ce que je voulais dire là. Donc, il y a ça qu'il ne faut pas oublier. Et donc, la 7e législature, déjà, n'était pas une 7e législature qui était tout acquis à ce que vous dites là comme réforme. Mais quelle est la faute de Patrice Talon? Attendez. Vous voyez, c'est pourquoi je me suis tué, puisque vous avez demandé le temps. Donc, vous permettez que je puisse aussi expliquer. Alors, donc la 7e législature, comme vous le dites, n'était pas une 7e législature acquise toute la cause. Je vous rappelle d'ailleurs l'échange entre le maître Adrien Mbedji et Mitokpe, qui lui disait que enfin tout ce que vous faites là va vous rattraper. Et aujourd'hui, lui-même se trouve face à la réalité. Donc il faut pas peindre le passé avec des couleurs qui tendent à nous faire croire que c'est idyllique. Quelle est la responsabilité du président Talon dans tout cela? Je vous dis que la réforme est portée par lui et la réforme est toute portée par lui. Elle doit être toujours portée par quelqu'un, mais est-ce non, pas quelqu'un soutenue? Je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit la réforme le système qui était en place et qu'il est venu trouver en place n'était pas porté par quelqu'un. Et c'était ça qui faisait sa beauté. C'est ça qui faisait qu'il y avait les alternances. C'est ça qui faisait qu'il y avait des changements de parlement comme on pouvait le faire et qui faisait. Maintenant, quand vous avez un problème dans quelque chose qui fonctionne bien, mais qui a des tares que vous voulez corriger, vous ne jetez pas le bébé et l'eau de bain. Vous essayez d'identifier là où se trouve le problème et vous réglez ce qui est problème dans l'ensemble, pour que l'ensemble continue de fonctionner normalement. Mais là, ce que nous avons actuellement, ce que nous avons là comme système partisan, c'est que ça dépend d'un individu.
Et donc, pour vous, ça dépend d'un individu. Ça dépend d'un individu dans le sens où, aujourd'hui, si vous dites, les gens vont aux élections, n'est-ce pas? Élections législatives, vous n'avez pas telle pièce, on vous recale. Pourquoi? Parce que on va y arriver tout à l'heure. Oui, donc c'est vous dire et parfois même les gens ont toutes les pièces mais ne peuvent pas y aller. C'est vous dire que le système qui remplace le système que nous avons est pire que le système. Mais moi, excusez-moi de le dire, hein, je n'ai pas dit que la réforme telle que faite, c'est-à-dire dans sa forme, elle est bonne. Je parlais de la réforme bonne dans le sens où il y a des problèmes à régler et qu'on devrait régler. Mais le contenu, et c'est sur le contenu que tous les acteurs divergent avec le président. Si vous ne le comprenez pas, c'est le contenu et ensuite la manière. Je vous ai dit la manière, elle a été cavalière. Là où on doit la mentalité, convaincre quelqu'un. Je veux que vous m'ameniez à Dantokpa. Écoutez, je dois vous convaincre pour vous dire, amenez-moi à Dantokpa. Mais non, je ne le fais pas. Je vous jette dans une camionnette de policiers. Et je vous dis, allons, attends pas. C'est ça le problème. C'est la réforme, elle est cavalière. Elle n'a pas produit les fruits de la promesse des fleurs. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Rachidi Odjo, tout à l'heure, dans l'exposition des tares qui ont conduit à cette réforme-là, vous avez parlé de clochardisation des formations politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une autre forme de clochardisation des formations politiques lorsque l'on sait que après cette réforme-là, toute formation politique aujourd'hui est assidue à la volonté de deux acteurs, Patrice Talon et Boni Yayi? Je pense qu'il n'y a aucune disposition d'aucune loi de tout ce qui fait la réforme du système partisan qui contraint un citoyen à avoir une telle attitude. Et vous m'emmenez en même temps sur certains éléments exposés tout à l'heure par Paul Maïressou, oui, sauf que si vous permettez de glisser rapidement une question, sauf que on constate aujourd'hui que le jeu politique de 2026 se jouera exclusivement au gré de la volonté de Patrice Talon de Boni Yayi. Alors, est-ce ça la réforme? Est-ce qu'il y a une méthode cavalière dans la conduite de la réforme? La réponse est non. Dans la conduite de la réforme, il y a eu des oppositions. Si les oppositions se transforment en résistance et que les résistances deviennent des résistances exercées ou manifestées en dehors des lois et règlements du pays, il va y avoir des conséquences. Cela ne vous fait pas dire que la réforme est conduite de façon cavalière. De toutes les façons, il n'y a personne qui ait subi quoi que ce soit parce que l'intéressé aurait dit « moi, je suis contre la réforme du système partisan ». Et je ne dis pas non plus que tous les 14 millions de Béninois que nous sommes, ou que tous les acteurs politiques dans leur ensemble, à 100%, sont d'accord avec le contenu de la réforme. Ce sont encore les désaccords de quelques-uns qui nourrissent la contradiction et les débats autour des réformes parce qu'il faut qu'il y ait un débat permanent. Vous dites, il a dit tout à l'heure que les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. C'était quoi les promesses des fleurs? Parce que avant de pouvoir faire une telle déclaration, il faut retourner en arrière. C'était quoi les promesses des fleurs? Quand on faisait la réforme... Je vous donne quelques promesses des fleurs. Non, si vous voulez. Allez-y. Oui, Paul Maïressou. Première promesse des fleurs. Oui. Il nous a été dit que la réforme du système partisan, c'est pour, comme il avait eu à le dire, éliminer la création anarchique des partis politiques. Et des gens sont allés jusqu'à dire qu'on voulait éviter que nos campagnes présidentielles, n'est-ce pas, soient que des farfelus. Je me rappelle plus le terme utilisé, que des farfelus. Des hommes providentiels. Non, des farfelus posent leur candidature
Donc, on voulait éliminer des candidatures d'une certaine nature qui au goût de ceux qui conduisaient la réforme. Et ça, ce n'est pas le président qui l'a dit, hein, c'est plutôt... C'est moi qui ai la parole, hein, c'est parce que vous voulez me rappeler les promesses. Oui, oui, parce tout à fait. qu'après, je passerai plus de temps. Hein, oui, vous m'avez interrompu. Ne vous en faites donc, pas. Allez-y, docteur Paul Marie Ouesso. On va faire la même chose. Non, allez-y. Paul Marie Ouesso, allez-y. Allez-y. donc, il y a des gens, donc, candidature fantaisiste. Vous vous rappelez? Ok. Je prends la candidature fantaisiste. Les candidats fantaisistes. Il y avait en 2016 32 candidats. Ok. Si vous comptez les candidats fantaisistes parmi les 32, vous n'en trouverez pas 4. Faites le pourcentage. Et dites-moi en 2021 les candidatures fantaisistes. Il y avait des candidats fantaisistes aussi. Oui, ben écoutez. Alors, c'est une parenthèse. Ça dépend de comment on juge. C'est une parenthèse, elle va pas être plus longue que la phrase elle-même. On revient. Abdelkader Achille, je vous en prie. Ça dépend de comment on juge ce qui est fantaisiste. Non. Achille Ojo. Ça, parce que effectivement, quand on dit, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs, dans le contexte de la réforme du système partisan, il faut aller chercher les promesses de façon formelle dans l'exposé des motifs des premières lois qui ont germé et qui ont consacré cette réforme. Et ce que vous dites là, ça peut être des développements d'acteurs politiques, mais je ne pense pas qu'on ait promis aux Béninois qu'on est en train d'abord de faire la réforme du système partisan pour éliminer les candidatures fantaisistes. Après, la question du parrainage a été motivée entre autres par ça. Mais la réforme a été faite pour quoi? Parce qu'il ne faut pas passer à côté du fondamental. Oui, allez-y. La réforme a été faite pour dépersonnaliser les partis politiques et ramener les partis politiques au cœur de l'animation de la vie politique. Sauf qu'aujourd'hui... Je viens. Oui. Faire en sorte que les partis politiques puissent reconquérir leur place dans le fonctionnement des institutions et dans le fonctionnement de notre démocratie. Ensuite, nous sommes l'une des rares démocraties où ce sont des individus qui, à la veille de chaque élection présidentielle, essayent de tenir les partis politiques. Quelqu'un vient, après avoir exercé une carrière internationale, se découvre la providence de devenir président de la République, et puis ça y est, c'est parti. Donc, aujourd'hui, est-ce que les partis politiques ont été replacés au cœur de l'animation de la vie politique? Est-ce que nous avons pu bâtir de véritables partis politiques qui se forcent à avoir un ancrage national, qui ne soient plus des partis de quartier, d'arrondissement, de département ou de commune? La réponse est oui. Est-ce que nous sommes sur le point, pour une fois dans notre histoire démocratique, d'avoir un président de la République qui soit issu d'un parti politique? Issu ou soutenu? Mais qui soit issu de... Non, de toutes les façons, à partir du moment où le candidat est le candidat du parti politique, cela suppose que c'est le programme du parti politique qui sera mis en œuvre si le candidat est élu. Et c'est le candidat du parti politique parce qu'il aura le parrainage des élus du parti politique. Même une petite question, Rachid. Non, je viens. Quel pouvoir ces partis politiques-là ont pour contraindre le candidat élu président de la République à exercer ou exécuter le projet du parti? Parce que le candidat, il est le candidat du parti. Mais une fois élu. Une fois élu, il gouvernera pas seul. Il peut lâcher le parti. Non, pas du tout. Il peut pétanquer cette réforme-là. Non, pas du tout. Pas du tout. Au de toutes les façons, telle que la réforme est faite. Si, parce qu'un président de la République, un candidat a été désigné par un parti politique de façon extraordinaire, dans un rang qui n'est pas celui des militants connus ou des militants actifs, et que ça soit un candidat désigné hors du parti politique, mais celui-là, s'il gouverne en dehors du parti politique, il ne pourra pas tenir le pays 6 mois. Ah bon? Ouais, parce que il n'a que le pouvoir présidentiel. Le parti politique qui lui a permis, avec ses alliés... Oui. Non, je viens. Oui. Le parti politique qui lui a permis... Je vous en prie. Allez-y. Ce même parti qui a utilisé sa puissance électorale
pour l'amener au pouvoir. Et il est censé exécuter le programme politique du parti, puisque c'est la vision qu'il a portée. S'il fait autre chose, il n'a pas le Parlement, parce que le même parti est majoritaire au Parlement. Et à tout moment, il y a des mécanismes pour appeler le président à l'ordre. Autrement, il sera bloqué. Il va avoir toutes les difficultés du monde pour gouverner. Au fait, ce que vous dites était possible lorsque c'était les individus qui approchaient les partis politiques pour avoir leur soutien et qui se présentaient en tant qu'individus. Et une fois arrivés au pouvoir, il leur était loisible de faire tout ce qu'ils voulaient avec les partis politiques. Maintenant, c'est la puissance des partis politiques. C'est la prééminence des partis politiques. Et c'est ça, l'une des promesses de la réforme du système partisan. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment que les partis politiques sont devenus forts, que les volontés individuelles au sein des partis politiques ne sont plus au-dessus de la volonté des partis politiques en tant qu'entité, que dans n'importe quel parti politique aujourd'hui, quelle que soit la puissance des militants, des responsables, on peut le sanctionner. Le parti peut le sanctionner. C'est ça ce que nous avons voulu faire. Avant, le parti est la propriété d'un individu. C'était son entreprise. Il avait le droit de vie et de mort sur les militants. Il gérait le parti comme bon lui semble et il n'avait de compte à rendre à personne. Nous sommes sortis de là. Dis-moi, qui est le propriétaire de l'Union progressiste Le Renouveau? Qui est le propriétaire du Bloc républicain? Dommage que je suis pas là pour répondre à la question, sinon... Alors, donc, non, c'est très important parce que, de façon sentencieuse, les gens proclament un peu trop facilement l'échec de la réforme du système partisan sans se référer à la question du départ. Maintenant, il y a les enjeux de 2026. C'est prévu dans le plan que vous avez exposé. Justement, avant d'en arriver, et si Paul Mahaire me fait cette amitié-là, j'ai quand même une question précise à Rachidi Odjo qui défend quand même assez bien cette réforme-là. Vous dites que cette réforme-là a rendu fort les partis politiques, sauf que certains s'offusquent que les militants à la base qui animent la vie politique, qui défendent sur le terrain les actions du président Patrice Talon ne sont pas réellement promus. C'est après moult plaintes que finalement on a eu des ministres conseillers, mais on n'en a pas vu véritablement promus. Non, vous posez carrément notre problème. Je pense que ça n'entre pas directement dans le cadre des réformes. Non, la politique de promotion au sommet de l'État. Les partis politiques doivent gérer l'État. Les partis politiques gèrent l'État. Les partis politiques vont gérer l'État. Mais pas en restant dans la formation à juste rester là, animer la vie politique. Mais attendez 2026 pour voir ce qui va se passer. Au fait, à partir de 2021, nous sommes tombés dans un cas de transition avec un président qui est là depuis 2016 avant la réforme, qui était rééligible, qui avait gouverné avec une coalition qu'il avait portée pour un second mandat. Et cette la transition, à partir de 2026, vous verrez encore les manifestations de la superpuissance des partis politiques. De la superpuissance des partis politiques. Une petite question encore aussi, vous avez parlé tout à l'heure de dépersonnalisation des formations politiques. Est-ce que vous pensez que au niveau de la mouvance présidentielle, Union progressiste, Le Renouveau, Bloc républicain, on peut même élargir même à Renaissance nationale et Mouel Bénin, est-ce que vous pensez que les acteurs peuvent faire quelque chose qui soit contraire à la volonté politique de Patrice Talon? Et au niveau des démocrates, est-ce que vous pensez qu'il y a un militant qui puisse avoir le toupet d'agir contrairement aux ambitions politiques de Yoni Yahi? Alors, parce que l'essence de la réforme, c'était pour promouvoir la démocratie au sein des partis politiques, pas pour les régenter à la solde de l'acteur politique. Alors, vous me permettez de vous répondre. On prend d'abord le cas des partis de la majorité présidentielle. Et vous savez très bien que ces partis ont soutenu le président Patrice Talon en 2021. Et ces partis participent à la gestion des affaires publiques. Parce que quand vous prenez n'importe quel ministre du gouvernement, peut-être à l'exception de quelques-uns, vous pouvez le classer dans tel ou tel autre, vous pouvez l'affilier à tel ou tel autre parti. Quand même, ils ne sont pas très actifs. Mais c'est pas un problème. C'est un problème, n'est-ce pas? Non, mais attends. Pendant qu'un ministre, est-ce qu'il a le temps après d'aller exercer les responsabilités politiques alors qu'il y a les responsabilités républicaines? Mais si politiquement... Non, je viens, allez-y, tout doucement. Un ministre qui a des fonctions, qui a des responsabilités importantes à assumer, qui a un agenda très chargé,
ne peut pas être politiquement actif comme n'importe quel militant responsable qui n'a pas de fonction républicaine. Mais il y a un minimum. Non. Maintenant, après, c'est vous qui appréciez. Après, c'est vous qui appréciez. Allez-y, Rachid Yodio. Pour conclure. Dans les partis politiques, Oui. il n'y a aucune disposition qui lie un militant à une personnalité. Ce que les partis de la mouvance font avec le président Patrice Talon, parce que on considère que aujourd'hui c'est le chef de la majorité, oui, c'est pour le minimum d'égards que ces partis doivent au président de la République. Si ça se passe aussi ainsi au niveau du parti Les Démocrates, en raison du statut d'ancien chef d'État du président Boniaï, en quoi cela détermine l'échec de la réforme? En quoi? Parce que des partis politiques qui participent à la gestion d'un président de la République, avant de prendre certaines décisions importantes, font l'amitié à ce président de la République de le consulter pour avoir ne serait-ce que son avis avant de prendre des décisions. La réforme n'a pas interdit ça. Je crois que Paul-Marie Ouessou, Oui. il va vous répondre par rapport à cela de façon précise Oui. et intéressante. Mais je vais le laisser d'ailleurs, Paul-Marie Ouessou. Oui. Il s'interroge de savoir comment vous pouvez estimer, vous, Paul-Marie Ouessou, qui estimez que vous êtes déçu par cette réforme-là, que le fait qu'on aille consulter Patrice Talon au niveau de la mouvance présidentielle ou Boniaï au niveau de la mouvance présidentielle, que cela ne constitue pas, au niveau de l'opposition, autant pour moi, ne constitue pas un échec. Et moi, j'ajouterais, est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une consultation? Non, c'est ce que je disais, que dans les mots, il peint la réalité avec des couleurs qui sont idylliques. Et c'est difficile à comprendre qu'il est dans le pays, quoi. Il vit avec nous, quoi. Et il dit ça. Je lui donne un exemple. Il a dit que, comment on l'appelle, exercer, les fonctions de ministre et être actif au plan politique, ce n'est pas tout à fait compatible. Aussi, je n'ai pas dit que ce n'est pas Ok, compatible. mais qu'on ne peut pas être suffisamment actif politiquement. Oui. N'est-ce pas? Oui. C'est ça, ou bien Mais allez-y. Non, je vais être allez-y. Je vais être sûr que vous avez dit Alors, la bonne chose. Non, Et je vous donne l'exemple. non, je viens. Parce que, avant de pouvoir rebondir, il faut vous assurer que vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Mais c'est ce que j'essaie de faire. Non, je l'ai dit parce que tout à l'heure, vous avez compris. Bon, voilà, je veux m'assurer. Pour la redire très rapidement, oui. Cardé a demandé, Oui. après que j'ai dit que les partis politiques participent à la gestion des affaires publiques aux côtés du président Patrice Talon, parce que ces partis politiques ont des ministres au gouvernement, et que lorsque vous prenez n'importe quel ministre du gouvernement, vous pourriez l'affilier facilement à un parti politique. Et il m'a demandé que les ministres ne sont pas actifs. J'ai dit, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas actifs en raison des charges de leurs fonctions ministérielles qu'ils ne sont pas des militants. C'est exactement ce que j'ai dit. Maintenant, si vous avez compris autre chose, Kader vous redonne la parole. Voilà. Je n'ai pas parlé d'incompatibilité. Pas du tout. Mais vous avez la plupart des ministres qui sont membres des partis politiques, mais qui sont beaucoup plus concentrés sur la conduite des affaires de leur ministère, parce que c'est la République est là-bas. Non, je suis désolé. Je suis désolé. D'ailleurs, ça explique tout, quoi. Ça explique tout. Cette perception des choses. C'est ça ce que je constate, c'est que, tout en étant dans le même pays, on peut avoir des perceptions complètement, diamétralement opposées. C'est ça, d'ailleurs, que vous êtes deux sur le plateau. Et vous voyez, le ministre, donc si je veux croire cette théorie-là, je vais dire que le ministre Biochane, qui est à la tête du parti BR, donc n'a pas suffisamment de temps pour faire ce qu'il doit faire au niveau du BR. Et donc on comprend pourquoi l'animation de la vie par BR, sans oublier qu'il y a d'autres ministres. Non, mais cette déduction n'est pas exacte. Non, s'il vous plaît. Non, donc on se comprend. C'est une déduction qui n'est pas du tout exacte. Merci, vous avez réagi à partir du moment où, le ministre qui est en fonction n'est pas interdit de responsabilité vous parlez d'activisme, vous parlez d'être actif. Mais
être actif en tant que militant, vous savez ce que ça signifie. Merci à Donc, vous. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Que le ministre, de temps à autre, descend sur le terrain, c'est tout ce qu'on voit. Alors, on ne voit pas autre chose. Descendre sur le terrain pour faire quoi? Bon, moi, je comprends plus. Descendre sur le terrain pour nous dire que, comment on l'appelle, on va faire comme les topa, n'est-ce pas? Non, si vous connaissez cette expression. Non, monsieur Oussou, là, je pense que vous avez compris et que vous avez compris que votre déduction n'est pas exacte. Du système partisan Paul Maher Oussou, cette semaine, on a également assisté à un fait qui interroge les uns et les autres. C'est ce communiqué signé de Gérard Benouchi où le Parti Union Progressive du Renouveau, par exemple, interdit les adhésions en provenance du parti politique Bloc républicain. Pour vous, comment on peut interpréter une telle décision-là, juxtaposée à cette réforme-là que nous décryptons à l'instant? Oui, mais si vous me permettez, parce qu'il a dit beaucoup de choses, quoi. Je sais pas, qui me semble-t-il, sont un peu comme on passe de vernis, quoi, sur la réalité, quoi. Je sais pas si vous comprenez. Et ça, c'est suffisamment surprenant pour moi, quoi, de voir comme ça qu'on peut vraiment peindre en vernis, des réalités qui sont sur le terrain. Laquelle, allez-y. Personne au Bénin ici. Personne. Je vous mets au défi de mettre tous les partisans de BR et de UPR au défi de démontrer leur propriété leur propriété du parti, les UPR ou du parti BR. Mais aujourd'hui, le défi c'est par rapport à quoi? Non, Dr Paul Maher Oussou, vous n'allez pas dire ça. Vous dites que vous mettez les gens au défi de démontrer. C'est à vous d'apporter la preuve. Non, parce que s'ils doivent démontrer. Non, les militants, vous savez, les militants. Non, c'est pas à moi d'apporter les preuves. Mais c'est vous mettez au défi. Mais c'est à vous de démontrer que ces partis-là ne sont pas la propriété des militants. Merci, Rachid. On va écouter Paul Maher Oussou, oui. Maintenant, j'espère que vous allez me laisser parler, parce que je vous laisse souvent parler. Non, allez-y. Et donc, si vous embrouillez mon discours, non, c'est qu'on va s'embrouiller les discours jusqu'à la fin. Allez-y, on va pas le faire. On va pas le faire. Donc, voici ce que je dis. Je vous mets au défi, et je mets les militants BR et UPR au défi de démontrer qu'ils sont propriétaires des partis dans lesquels ils sont. Les militants, dans tout pays ou dans tout parti qui est parti normal, montrent leur appartenance au parti en prenant de l'indépendance dans le discours à des moments donnés. Quel militant BR peut dire aujourd'hui, moi je suis candidat? Militant vrai BR. Militant vrai UPR. Vous n'avez pas suivi Fred Kwenou? Fred Kwenou, ou bien vous n'avez pas suivi, vous prémédez? Vous avez parlé de candidature. Vous n'avez pas suivi Bertin Corvy? Vous n'avez pas suivi Bertin Corvy? Bertin Corvy. Ou bien, ça fait deux exemples, hein. Pour vous qui mettez les gens au défi. Écoutez. Non. Écoutez, laissez-moi parler. On écoute, oui. Le Bertin Corvy, vous savez ça, vous connaissez la candidature de Bertin Corvy. Bertin Corvy dit en même temps que Patrick Talon doit faire 20 et quelqu'un, et puis lui-même en même temps dit qu'il est candidat. Donc vous comprenez ces candidatures-là. Ça c'est pas de la candidature. Je parle de candidature sérieuse. C'est une insulte à ces personnes. Vous les insultez. Vous avez écouté Fred Kwenou, Paul Maher Oussou. On va pas quand même dire qu'il n'est pas sérieux. Vous suivez, vous avez vu sur les réseaux sociaux des Béninois qui font des vidéos pour soutenir son initiative d'être candidat à la candidature. Je lui souhaite bonne chance. Tout ce que j'ai dit, je parle de candidature sérieuse. Moi, je parle de candidature. Nourodine Chaka Saleh n'est pas sérieux au niveau des démocrates. Bon, voilà, justement, c'est la différence que je voulais faire. C'est pourquoi je vous dis de me laisser parler. Moi, je vous ai C'est la différence que je voulais faire. Allez-y. Vous prenez le Bloc républicain, vous prenez l'Union progressiste, le Renouveau, tous les candidats qui peuvent bousculer le système de façon effective, vous constatez que si vous sortez un peu la tête, on vous tape dessus. Exemple? Exemple, le ministre Adambi, on en a parlé ici plusieurs fois. Le ministre Adambi, n'est-ce pas? Donc, qu'on a dit avoir installé des structures parallèles au parti, etc., etc. Je parle de cette catégorie de candidats. C'est de ça que je parle. Donc, vous savez, Bertin Corvy, il est dans les médias tous les jours, donc il peut dire sa candidature, il peut encore renoncer à sa candidature demain. Je ne sais pas, l'autre, je ne le connais pas trop pour parler de lui. C'est vrai qu'il est politicien, je vois parfois des choses qu'il fait, mais bon, moi, sincèrement, je ne
Je ne sais pas si nous mettons ces gens-là sur les bulletins de vote. Demain, les Béninois iront massivement voter pour. Non, je ne ne sais dites pas ça, ne dites pas ça. Mais je dis, je ne sais pas. Je ne peux pas dire ce que je ne sais pas. Je ne dis pas que les Béninois n'iraient pas voter. J'ai dit, je ne sais pas si les Béninois iraient voter. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les partis politiques sont hautement, les deux, BR, UPR, sont hautement régentés par une personne. Vous le savez bien et vous ne dites pas la vérité. C'est-à-dire que le président Talon a la main mise sur les partis. Et vous le savez bien. Et vous, pour arrondir les angles, vous dites que c'est une transition et qu'en 2026, pourquoi on met un système en place et puis on tient les freins en main et on attend 2026 pour que les freins soient relâchés? Moi, je comprends pas ça. Au niveau des démocrates? Au niveau des démocrates, moi, je constate qu'il y a suffisamment de possibilités pour les gens de s'exprimer. Je constate. Vous avez parlé de Noureddine Saka Saleh. Je constate que depuis qu'il a dit qu'il est candidat formellement, et Noureddine Saka Saleh quand même, personne n'est allé lui dire ou ne l'a exclu ou ne lui a dit quelque chose au sein du parti. Mais vous le parce que pas quand ça se passe au niveau de BR, non, mais quand ça se passe au niveau de l'UP et du BR, vous savez bien, ceux qui sont en mesure de dire je vais être candidat et puis la machine va se mettre derrière ces gens. Vous le savez bien au niveau des deux partis. Mais qui d'entre eux peut aujourd'hui véritablement sortir le petit doigt et dire je suis candidat? C'est ça le problème. C'est ça la réalité. Donc, il ne faut pas nous faire croire que la réforme est un succès. Enfin, pour nous autres qui le disons, nous le disons avec sans état d'âme que c'est un échec. Et je vous ai dit tout à l'heure les 3 niveaux sur lesquels il faut analyser une réforme. Et il me dit que les mentalités ont changé. Quelle mentalité? Les gens ont peur. Les gens ont peur parce que vous voyez tout ce qui se passe dans le pays. On arrête les gens, on fait ceci, on fait cela. Et tout le monde a peur. Tout le monde est sous le coup de la peur. Et donc, vous ne pouvez pas nous dire de go que la réforme est bonne parce que les gens se taisent, ne parlent pas, alors donc ils sont d'accord. Non, les gens ne sont pas d'accord. Mais les gens ne peuvent pas exprimer leur désaccord en ce moment parce que il y a des peurs, il y a des raisons d'avoir peur et de s'exprimer. Ensuite, pas pour ma question. La question c'était au sujet de. La question était au sujet de ce communiqué de l'UP qui interdit. Oui. Bon, ça c'est les manifestations internes au parti. Et moi, je voudrais dire une chose. Ce n'est pas que je suis pas venu ici pour dire que tout ce qui se passe au sein des partis c'est zéro, c'est nul. Je ne suis pas venu ici pour ça, c'est pas mes propos. Mes propos, c'est de constater que, vous savez, moi, j'ai une formation. Et de par ma formation, lorsque vous prenez par exemple le président Talon, vous allez dire, il fait les routes, c'est bon. Il a amené, j'ai entendu même des gens, ils ont dit, il a amené de l'eau à ça, c'est bon. Il a amené ceci, c'est bon. Et donc, maintenant, il faut l'applaudir. Mais moi, je ne le ferai pas. De par ma formation, j'analyse le système qui est mis en place. C'est le système. Donc, vous êtes théoricien de la gouvernance d'État. Je parle du système dans son entièreté. Et le système dans son entièreté n'est pas bon. Il y a des manifestations dans le système qui sont bonnes, mais le système dans son entièreté, dans sa totalité, n'est pas bonne. Et ce sur quoi, le socle sur lequel repose le système, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une personne. Parce qu'on a fait la réforme de sorte que nous sommes partis, par exemple, de ce que, vous rappelez-vous quand on devrait aller aux élections en 2015. À 2015. Non, pardon, pas 2015, hein, en 1995. Où le président Tsoglo et les partis d'opposition étaient vraiment dans un combat pour le contrôle du Parlement. Et qu'on devait faire la réforme pour que les élections chez nous ne soient plus organisées par le ministère de l'Intérieur. Vous vous rappelez? Oui, allez-y. Et on a fait de sorte que tout le processus, parce que vous êtes à l'exécutif, si vous voulez remplir, vous devenez candidat.
Et si vous devenez candidat, vous ne pouvez plus avoir, vous voyez, comme je l'ai dit, la réforme a été conduite à pas de charge et avec la force qu'il faut pour aboutir. Merci. Vous êtes candidat et vous ne pouvez pas conduire un processus qui doit nous permettre, nous tous béninois, puisque nous avons les mêmes droits d'être compétiteurs dans une élection. Vous ne pouvez pas conduire ça selon votre volonté. Vous conduisez ça selon la volonté de tout le monde. Mais la réforme aujourd'hui nous a ramené du système où tout le processus électoral se veut indépendant de tous les acteurs qui doivent, qui peuvent compétir dans les élections. Donc, nous sommes partis de là, nous sommes venus maintenant à un système où tout dépend de l'exécutif. Dans tous les aspects, dépend de l'exécutif. Maintenant, pour ce qui est de la lettre, écrite par UPR, moi, je trouve que c'est venu trop tard. Je trouve que c'est une bonne chose, hein, mais je trouve que c'est venu trop tard. Parce que, il y a eu, je sais que vous le savez, il y a eu déjà beaucoup de mouvements. De BR vers UPR, de UPR vers BR, beaucoup. Et pourquoi maintenant, brutalement, Rachid Odio, il a parlé de peur. Abdelkader Rachid, non, vous allez rester un peu au chômage, excusez-moi. Non, du tout pas, allez-y. Non. Je pense qu'il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur, il y a des acteurs qui, oui, c'est vrai, observent par moments, ont des préoccupations, mais attendent parfois le bon moment pour poser leurs préoccupations et aux bons endroits. Non, je voudrais dire quelque chose quand même avant que vous ne continuez. Non, c'est-à-dire, vous pouvez pas, la peur dépend de là où on est, et puis la peur c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Merci, vous n'allez pas m'interrompre. Allez-y. Alors, on va s'écouter. Non, je viens. Non, avant de poursuivre, vous me permettez. Pas principe dans ce genre de débat. Je pense on essaie de circonscrire le périmètre lexical qui garantit, on peut dire, un minimum de respect mutuel. Oui. Docteur Paul Marossou, moi, je vous dirai pas, vous ne dites pas la vérité. Je vous dirai pas ça. Et je souhaiterais aussi que vous... Non, je viens. Non. Maintenant, si vous estimez que je ne dis vraiment pas la vérité et que vous allez prendre du plaisir à le dire prochainement, il n'y a pas de souci. Ok, allez-y. Non, bon, parce que moi, je vais pas vous le dire. Non, ensuite, si je mets du vernis... Sur ça, s'il vous plaît. Laissons les téléspectateurs... Non, mais, sur ce que vous venez de dire. Alors, on va s'écouter. Non, écoutez, si vous ne souhaitez pas qu'on vous dise, est-ce que j'ai utilisé et ne dit pas la vérité? Non, vous avez dit, non, vous savez que vous ne dites pas la vérité. Ok, donc d'accord. Vous me faites passer pour un menteur. Autrement. Ouais, non, d'accord. Si cela vous gêne, je m'excuse de l'avoir dit, c'est ce que je pense. Et moi, je viens du milieu scientifique. Et dans le milieu scientifique, parce que vous savez souvent, les Béninois ont cette tendance à dire, écoutez, quand vous voulez critiquer quelqu'un, ou bien que vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, bon, utilisez les mots doux. Non, c'est pas élégant. C'est pas une question de milieu scientifique. Non, je viens. Entendons-nous clairement. On a quelques dizaines de minutes pour conclure. Voilà. Non, je pense qu'on s'est compris. Les téléspectateurs vous observent et ils ont suivi. Autant moi je passe du vernis, autant vous écrasez du charbon et vous prenez le produit, vous passez ça sur la réalité. Et donc les téléspectateurs pourront déduire la couleur qu'ils verront. Allez-y. Moi, il y a quelques inexactitudes dans votre développement. Abdelkader Achirou vous a cité des militants de partis politiques qui ont déclaré à la face du monde qu'ils sont candidats, qui ne créent rien et qui n'ont aucun problème. Le seul exemple que vous avez donné, c'est l'exemple de quelqu'un qui n'a pas déclaré de candidature, qui n'a pas dit qu'il est candidat, mais son parti politique l'a accusé de faire un certain nombre de démarches et a pris des décisions en conséquence. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc, quand vous lancez le défi et on vous donne des noms, vous n'allez pas dire non, ces personnes-là ne sont pas sérieuses. Je pense que Bertin Covy n'est pas du genre à laisser passer ce genre d'affront. Il vous répondra. Et j'espère aussi que Fred Venou aussi vous démontrera de la diffusion de cette émission que sa candidature est bien sérieuse. Moi, je reviens sur la question du système électoral. Et là, je vous permettez, ça peut être un dialogue. Qu'est-ce qu'il y a dans le système électoral qui le rendait
indépendant. Donc, il y a quelques années, avant l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, et aujourd'hui avec la réforme du système partisan qui rend dépendant vis-à-vis de l'exécutif ce système électoral. Conformité, certificat de conformité. Qu'est-ce que le certificat? Quand vous parlez de système électoral, vous parlez quoi? Vous parlez des institutions et vous parlez aussi de la législation. Qu'est-ce que le certificat de conformité a à voir avec l'indépendance du système électoral? Qu'est-ce que ça a à voir? Bon, vous voyez. Non, je viens. Le certificat, parce que c'est une pièce qu'une autorité administrative est censée délivrer, comme il y a toujours eu des pièces de candidature délivrées par des autorités administratives dans notre pays. En quoi ça rend dépendant un système? Bon. Quand vous voulez prendre le certificat de nationalité, le certificat de résidence, ce sont toujours des autorités administratives qui ont toujours délivré ça. Est-ce que ça suffit pour dire non, le système électoral était indépendant et maintenant il est dépendant? Je pense que les internautes et les téléspectateurs vous suivent. Donc sur le certificat de conformité, il n'y a pas eu un changement dans le système institutionnel, dans les institutions qui sont impliquées dans l'organisation des élections et qui de facto rend ces institutions-là dépendantes du pouvoir exécutif. Donc je voudrais savoir, on va faire de la comparaison pour le certificat de conformité. En tout cas, peut-être que vous avez convaincu certains des téléspectateurs, mais le certificat de conformité ne fait pas partie du système. C'est une pièce qu'une autorité administrative délivre comme n'importe quelle autre pièce exigée dans les dossiers de candidature. Non, c'est pas fini. Peut-être il y a autre chose. Oui. Alors, non. Paul Marosso a parlé du certificat de conformité. Qu'est-ce qui rend aujourd'hui dépendant le système électoral? Parce que quand on parle du système électoral, quand quelqu'un vous entend, il voit d'abord les institutions, peut-être dans leur composition, peut-être dans leur fonctionnement. De quelle façon le fonctionnement des institutions impliquées dans l'organisation et la proclamation des élections, des résultats des élections, de quelle façon ces institutions-là, dans leur composition, ont été modifiées pour que vous pensiez aujourd'hui que le système institutionnel, le système électoral est dépendant du pouvoir exécutif. Certificat de conformité, ça passe pas. Excusez-moi, alors, donc, je comprends maintenant pourquoi l'utilisation de l'expression de la vérité, entre-temps, posait problème. Parce que je ne sais pas si nous vivons les mêmes réalités. Sincèrement pas. Je ne sais pas si nous vivons les mêmes réalités. Parce que le certificat de conformité a été le problème que le Bénin a connu, qui a amené à la mort de personnes dans nos élections ici au Bénin. Et ce certificat de conformité a été la décision d'une cour constitutionnelle qui n'est pas une cour qui élabore des lois. Ça, c'est un. La cour qui a pris cette loi était présidée par le ministre. Il venait de sortir du rôle de ministre du président de la République pour aller à la Cour constitutionnelle. Et vous le savez avec moi que dès qu'il a pris fonction à la Cour constitutionnelle, des décisions prises par la Cour qui l'a précédé ont été totalement remises en cause pour, soi-disant, réinterpréter et donner des décisions. Alors, ce dont nous parlons est d'une certaine subtilité. Je comprends si vous ne voyez pas les subtilités. Le certificat de conformité pris à un moment donné était donc un acte qu'on devrait donner aux partis politiques, délivrer aux partis politiques avant qu'ils ne participent aux élections. Et qui délivre le certificat de conformité, c'est le ministère de l'Intérieur, dont le ministre est membre de l'UP en son temps et qui était candidat à la même élection. Donc les choses sont d'une subtilité. Si vous ne les voyez pas, ce n'est pas grave. Mais moi, je vous les fais observer. Et donc le certificat de conformité qui a été la source des violences que nous avons connues. Autre aspect du système électoral, le code électoral.
Non, c'est lui qui a la parole. Il a voulu on est toujours sur le système. Non, vous allez patienter parce que oui, sauf qu'on ce genre de risque de pas aller au niveau des discours des élections générales parfois pour conditionner l'opinion. Et je pense que quand on a des occasions d'en discuter, il faut qu'on en discute. Faut qu'on passe le temps qu'il faut là-dessus. Dans le temps réglementaire. Donc je retiens que le certificat de conformité ne fait pas partie du système électoral. Non, moi je l'ai pas dit. Ça fait partie du système électoral puisque le système électoral comprend votre capacité à être comment on l'appelle, compétitif ou pas. Alors je veux que nos téléspectateurs le retiennent. Oui. Le certificat de conformité, bien qu'il soit présenté comme la source des difficultés que nous avons connues en 2019 et que nous ne souhaiterions plus revoir dans notre pays, n'était pas, comme vous le dites, une pièce inventée par hasard par une institution qui n'en a pas la compétence. Parce que vous avez dit que la Cour constitutionnelle ne fait pas la loi. Et je voudrais implorer votre indulgence pour faire entendre, pour restaurer les faits dans les chronologies. Allez-y, allez-y. 17 septembre 2018, nouvelle charte des partis politiques est entrée en vigueur. La charte dit, les partis politiques qui existaient déjà avant l'entrée en vigueur de la charte ont 6 mois pour se conformer à la nouvelle charte des partis politiques. C'est-à-dire qu'avant, les anciens partis ont été créés en justifiant seulement de 10 membres fondateurs par département. Maintenant, il faut 15 membres fondateurs par commune. En février 2019, il faut déposer les dossiers de candidature pour les élections législatives d'avril 2019. Le 17 mars 2019, vous avez d'anciens partis politiques qui ont la latitude de déposer leur candidature en février 2019, mais qui déjà à partir du 17 septembre 2019 n'auront plus d'existence légale si ces partis-là ne sont pas conformés. Donc des partis qui risquent de ne plus avoir d'existence légale à partir du 17 mars 2019 vont participer aux élections du 28 avril 2019 et probablement auront des sièges et on aura des députés sans parti politique au Parlement à partir de mai 2019. Un citoyen a saisi la Cour constitutionnelle pour dire « Mesdames et messieurs les sages de la Cour, je vous demande de reporter les élections législatives pour que nous attendions d'abord le délai du 17 mars 2019 afin que nous voyions tous les partis politiques en capacité de participer aux élections sans aucun risque, dans un délai proche, de perdre leur statut juridique. » La Cour, dans sa décision, après qu'elle a été saisie, a dit « Ok, s'il en est ainsi, les dates des élections sont constitutionnelles. Je ne change pas les dates des élections. On maintient les dates des élections, mais les partis politiques qui savent qu'ils vont continuer à exister après le 17 mars 2019 n'ont qu'à produire le certificat de conformité qui prouve qu'ils se sont déjà conformés à la nouvelle charte des partis politiques, de sorte qu'il n'y ait pas de risque pour eux de participer à des élections alors qu'ils n'ont plus de statut juridique. Voilà comment le certificat de conformité est intervenu. À travers une décision de la Cour. Oui, la Cour ne vote pas la loi, mais la Cour, c'est encore elle qui est juge du contentieux électoral. Et là, on est dans un contentieux préélectoral, un contentieux avant la tenue du scrutin. La Cour a répondu. Dites-moi, pour un institutionnaliste, pour un démocrate, où est le problème? Ouais, le problème est, on va progresser parce que là, on a à peine 5 ou 10 minutes. Maintenant, si des partis politiques n'ont pas pu se conformer efficacement et n'ont pas eu le certificat de conformité, est-ce que c'est la faute à la Cour constitutionnelle qui a rendu une décision après qu'elle a été saisie par un citoyen? Toute la problématique est dans cette question. Toute la problématique est dans cette question parce que celui qui décide de vous êtes conformé ou pas n'est pas indépendant. N'est pas indépendant. Parce que c'est la Cour, permettez-moi de le dire. Qui décide sur vous conformer? Permettez-moi de le dire, s'il vous plaît. Oui. De votre démonstration, il ressort que la Cour est innocente dans cette histoire
et qu'elle avait le droit de prendre cette décision-là. Oui. C'est une décision fondamentale qui engage la vie de tout le processus, et il y avait la possibilité encore de s'entendre. Parce que lorsque vous avez une loi qui est venue et qui commence à changer le processus, si ça pose des problèmes, on trouve, et lui-même il a dit tout à l'heure, vous vous rappelez, il a dit tout à l'heure que on est en transition. Comment on est en transition pour quelque chose qui engage toutes nos vies, et on a été en transition depuis 2021, et pour quelque chose qui va engager nos vies et qui va conduire à la violence, qui va conduire à un certain nombre de choses, on ne peut pas se mettre en transition pour y aller, et aller de façon à ce que tout le monde puisse trouver sa place pour y aller, et on décide tout de go. Et puis, vous vous rappelez d'ailleurs l'issue des élections, c'est que ceux qui ont pu se conformer, même quand le président de la FONAC nous a dit que les fautes sont de tous les côtés, ceux qui ont pu se conformer, ce sont seulement ceux qui sont de la mouvance présidentielle. En fond, on dit oui. Merci à vous. Oui, simplement. Donc, FCDB de Soumanou Toleba. Ah, c'est un ami, hein, c'est un ami. Ah, donc il était de la majorité présidentielle à l'époque. C'était un ami. Non, parce que vous faites des affirmations qui ne sont pas exactes. Non, écoutez, je peux vous parler de FCDB. Si vous voulez, mais on n'a pas le temps, quoi. Non, mais ce que vous savez de FCDB importe peu pour nous. Pourquoi? FCDB est né en tant que parti d'opposition constructive. C'est comme ça que le parti est né. FCDB, moi je vous dis, FCDE est né comme parti d'opposition, n'est-ce pas? Mais ces comportements aujourd'hui, vous allez me dire que c'est parti d'opposition? Voilà, vous êtes dans... Merci à vous, vous êtes chers débatteurs. Vos spéculations. Non, c'est pas des spéculations. Non, ce sont des spéculations. Ah, mais moi, je dis des faits. Ce sont des images. Je dis des faits. Mais les faits ne sont pas exacts. FCDB est un parti qui a proclamé son opposition constructive au système de Patrice Talon quand le parti obtenait son certificat de conformité. Vous avez dit qu'un parti d'opposition n'a pu obtenir son certificat de conformité. Je viens de vous donner l'exemple contraire. Oui, vous voulez que je vous donne des exemples. Certains ont estimé que FCDB n'est pas un parti. Si Soumanou Toleba vous a fait des confidences, si vous en savez quelque chose, ça ne vient pas dans le débat public. Ce qu'on entend dans le débat public, c'est ce que tout le monde entend. Soumanou Toleba ne m'a pas fait de confidences par rapport à FCDB. Qu'est-ce que vous dites alors? Vous analysez les partis politiques sur la base de ce que vous voyez comme j'analyse les partis. De les déclarations. De les déclarations, de ce que vous voyez. Parce que si vous vous arrêtez à ce qu'ils disent, je vous ai dit tout à l'heure que FCDB, on peut dire que c'est un parti d'opposition. Mais aujourd'hui, c'est clair. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire le débat. Donc on retient que le certificat de conformité on ne retiendra pas, n'a pas été délivré uniquement avec de la majorité présidentielle. Au parti de la majorité. Vous savez, il y a eu les candidatures en 2021. Les candidatures en 2021. Excusez-moi de le dire quand même. En 2021, il y a eu les candidatures. Non, s'il vous plaît, oui. En 2021, il y a eu les candidatures. Parce que ce que vous dites, si c'est vrai, je vous donne les exemples. Vous mettez la candidature, les candidatures qu'il y a eu en 2021. Quels sont les partis politiques que les individus avaient avant d'avoir comment on appelle, leur parrainage? Merci à vous. Alors, c'est ça. Merci. Donc, quand vous dites, on va y revenir samedi prochain. Vous êtes disponible. On revient. Il faut organiser une deuxième partie. Exactement, de parce ce que débat. on va parler de la portée de la demander aux de la loi électorale. de prendre le rendez-vous. Exactement. Parce qu'il y a des aspects qu'on n'a pas abordés. On va y revenir, notamment sur cette portée, la controverse autour de la loi électorale 2016.